Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, puisqu'on parle de filialité, on a parlé de filialité, on a parlé de solidarité, eh bien, continuons dans la filialité, parce que je crois que nous avons beaucoup à faire pour intégrer cette filialité. Mais je nous souhaite bonne chance et je suis sûr qu'on y arrivera. Il suffit qu'il y ait quelques-uns qui aient de la bonne volonté. Et la vérité et la justice vainquent toujours. Alors, je vais apporter un peu plus d'éclairage dans ce qui a été dit par rapport aux luttes. Et c'est pour ça qu'il est toujours important que les anciens soient associés. Ça fait partie de la filialité. Parce que je crois que par le passé, je mets ça au passé, on avait toujours tendance à enterrer l'ancien pour pouvoir faire sa place. Et je pense que si ça devait continuer, nous n'aurions pas pu avancer. Donc, parce que tu as dit tout à l'heure pour malédiction, pour le mot malédiction. Baluka Bisson. Alors, Baluka Bisson T. Voilà. Et là, c'est bien. Ah, très important. Donc, le maître Mloduka est l'avocat du MIR, du MNH, le Mouvement pour une nouvelle humanité, dont je suis la présidente, et du COFA, le collectif des filles et fils d'Africains déportés, dont Hassani Fassassi, qui est l'un des précurseurs, parce qu'il faut donner à chacun sa place, quoi. Nous avons tous des lacunes, nous avons tous des petits manquements, mais justement, c'est la filialité qui fait que, avec un peu de levure, un peu de miel, un peu de sucre, un peu de farine, un œuf, un peu d'eau, un peu de lait, tout ce qu'on veut, bien mixé, ça donne un gâteau extraordinaire. Pourtant, si on prend chaque élément et que l'on met dans la bouche quelques masses, est-ce que c'est détestable? Et pourtant, avec tout ça, et avec de l'amour et de la dextérité, on a un gâteau. Et puis, je voudrais dire aussi que donc, pourquoi il est l'un des précurseurs avec la FECAF et le MIR d'ailleurs, il a été celui qui est allé trouver la députée de la Réunion, Madame Bello, Huguette Bello, en lui présentant un projet de loi pour les réparations et crimes contre l'humanité. Huguette Bello a proposé cette loi, mais il n'y a pas eu beaucoup d'écho. Donc elle l'a rappelé et elle lui a dit, vous savez que ce sont les socialistes qui ont le vent au poupe en ce moment, parce qu'on était en pleine effervescence de ce fameux lapsus, tous nés en 1848. Et donc, il est allé voir non seulement Madame Huguette Bello, mais il est mort. Birsinger, et tout ça. Et finalement, Madame Huguette Bello, justement, a dit que les socialistes sont le vent au poupe. Et comme il y a Taubira qui est là, d'aller la voir. Et on lui a présenté cette chose. Elle était réticente. Il y avait même une manifestation qui était organisée à la mairie du 20e. Elle est venue. Et il y avait Madame Polangerin qui disait qu'il ne fallait pas compter sur quoi que ce soit pour l'esclavage parce que ça ne rentrait pas dans les lois de Nuremberg. Et Madame Taubira, a pris la parole et a parlé d'une manière extraordinaire de l'esclavage, comme elle sait si bien parler. Mais elle n'était pas non plus convaincue, donc elle n'a pas parlé de réparation. Et Hassani Fassassi, le professeur Hassani Fassassi, a pris la parole
et a parlé de l'esclavage et des réparations. Et il y avait le député du 20e à l'époque, dont j'oublie le nom, qui est passé par toutes les couleurs. Il est devenu vert, rouge, il dit c'est un scandale, il ne tenait pas en place. Parce qu'on parle de réparation, on parle de l'esclavage d'une autre manière. Mais lorsqu'il a terminé, il y a eu standing ovation dans une salle où il y avait à peu près 800 à 1000 personnes. Les gens se sont levés, ils se sont mis à applaudir. Et lorsque Mme Taubira est descendue, parce que c'est quand même avant tout une politique, il y a un courant. Lorsqu'elle est descendue, on l'a amenée à la table de la librairie Mes Épaux, qui était là. À l'époque, ça s'appelait... C'est Ménébuc, non? Ménébuc. Et, oui. Et on lui a offert des livres, et elle-même elle a acheté d'autres, elle est partie avec un paquet de livres, et elle a dit, je vais me mettre au travail maintenant. Et puis, quelques temps après, lorsqu'elle a reçu les propositions d'Hassani Fassessi, de la Guyane, elle l'a appelé, en lui disant, par contre, il y a une chose qu'il ne faut surtout pas dire, parce que je refuse de me rendre responsable de ce genre de choses, c'est si vous parlez du pape. Parce que chez nous, les gens sont très catholiques. Guyane, Martinique, Guadeloupe, et les gens, maintenant un peu moins, ils deviennent évangélistes et tout, mais ils étaient très catholiques. Donc pour elle, c'était terrible ce que je tombais sur la tête, c'était pas possible, il ne fallait pas en parler. Mais il a quand même insisté, puisque c'est une vérité. Et elle s'est battue. Et d'autres associations beaucoup d'autres associations sont venues. Ce n'est pas une seule, ni deux, ni trois associations seulement. Le travail a été fait avec beaucoup d'associations. Je me souviens qu'à l'époque, lorsque il n'y avait pas encore les WhatsApp, toutes ces choses-là, c'était les fax. Lorsque l'on parlait de ça à l'Assemblée nationale, les ministères et puis l'Assemblée nationale étaient bombardés de fax. Et lorsque on présentait ce projet de loi, eh bien l'Assemblée nationale était noire. Devant comme à l'intérieur. Je suis témoin de tout ça, j'ai participé à tout ça. Hassani Fassessi a participé à tout ça et d'autres aussi ont participé. Et au Sénat, je vous raconte ça parce que c'est important et c'est bon à savoir parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne le savent pas. Donc il faut le dire et le redire afin que nous sachions que avant des gens ont fait, pendant nous faisons, et puis après il y en aura d'autres qui feront. Mais il faut que nous prenions l'habitude de nous tenir la main par la main et de respecter le travail qui a été fait. Donc, le dernier jour où ça devait se passer au Sénat, c'était noir tout le monde, en haut et devant la porte. Et il y avait une rivalité à l'époque entre Taubira et la dame de la Guadeloupe, Miche Chevry, qui était sénatrice. Elle avait l'intention de déposer une motion pour contester. Et on l'attendait. Elle est rentrée. Et elle a regardé à droite, à gauche, derrière. Elle s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Elle est sortie. Elle est rentrée de nouveau. Et elle a fait la même chose. Elle était en train de réfléchir. Parce qu'elle n'est pas bête. Quand on est politique, on sait ce qu'on fait. Elle devait se dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, je ne peux plus. Elle est ressortie une deuxième fois. Elle est rentrée à nouveau, elle s'est assise. Et on a donné la parole au sénateur martiniquais, au sénateur guyanais, et son tour est arrivé. Et on lui a dit, oui, il y a Madame Miche Chevry qui a une motion. Elle est voyou, cette femme. Elle est restée, elle a dit, il y a eu un silence d'abord,
Et elle a dit, jusqu'ici, vous m'avez enlevé la parole, vous m'avez fait fermer ma bouche. Aujourd'hui, vous me donnez la parole, je ne la prends pas. Ah oui, c'est notifié. On le lui a rappelé un jour à la mairie de Bastia, elle avait oublié. Ce qui fait qu'ils ont pu voter la loi sans motion, dit Taubira. Voilà. Avec, évidemment, d'une manière édulcorée, parce qu'elle avait supprimé les réparations. Il ne fallait pas dire déportation, parce que c'était interdit, c'était un mot réservé à une catégorie de gens, les innommables. Donc, elle a dû mettre transportation, ou transport, hein, on a été transporté, donc touristé, là. Et puis, il n'y avait pas encore tout à fait ce qui partait. Bref, vous savez, voilà. Je voulais ajouter cette information qui est importante. Et puis, nous avons fait aussi beaucoup de procès, parce qu'on s'est spécialisé dans les procès. Et lorsque c'était devenu une mode, je pouvais du donner, alors on sortait les archives sur l'esclavage et on les vendait aux enchères. Avec le COFAD et le MNH. Nous sommes allés dans les salles de vente. Nous avons protesté, nous avons fait des procès. Et le dernier, c'était Drouot. Et nous sommes allés au tribunal. J'ai même pris la parole. J'ai été assez dur. Le juge a baissé la tête, mais parce qu'il y avait beaucoup d'émotions. Et notre avocat aussi, Maître Missamou, est aussi notre avocat qui fait partie du groupe, a dit, oh là là, on ne connaît pas avec ces gens-là, on ne sait pas avec ces gens-là. Mais vous avez été dur, hein, mais convaincante. Le juge a salué tout le monde en partant, mais il ne m'a pas salué. Et pourtant, j'étais convaincu qu'on avait gagné. Et effectivement, le résultat était positif. Ce qui, normalement, devrait faire jurisprudence à propos de la loi Taubira. Mais justement, parce qu'ils nous musellent, et parce que les magistrats sont tout puissants, et parce qu'ils ont décidé de nous écraser, eh bien, ils font un peu ce qu'ils font. Et là, je vais vous parler du dernier procès, qui a eu lieu à Paris, avec Maître Monotouka, Maître Duhamel et Maître Missamou. Alors, je voulais parler d'abord, justement, puisque nous sommes là pour parler de muselage, je voulais vous parler à quel point ils veulent nous museler. Parce que la loi Taubira a été votée. Lorsqu'elle est devenue ministre de la Justice, qu'est-ce qu'on a fait? La loi, ils ont refait une loi, ils ont refait une autre loi. Non, une autre, oui. Une autre loi. Une autre loi. Pour effacer. Pour oublier, et qui est la loi de mariage pour tous. Qu'elle a défendue, mais alors. Et maintenant, quand on l'interviewe, elle a sorti un livre. J'écoute parfois ses interviews. Eh bien, on lui parle de cette loi, mais jamais on lui parle de la première. Jamais. Donc nous avons l'assurance que c'était ce qu'il voulait. Voilà. Et c'est pour cela que lorsque nous parlons de cette loi, elle n'est pas normative. C'est une loi qui n'est pas une loi. Avec des crimes qui n'ont pas de criminels. Donc, nous voilà à la... Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Lejean. Il est parti. Bon, nous sommes pleins d'amour et nous sommes pleins de fidélité, je dirais paix à son âme. Et ce monsieur avait créé une association tous créoles qui essaye
de résister encore à Paris, mais aux Antilles, ils sont balayés. Mais à Paris, ça tient encore. Alors, donc, le MNH, le MIR et le COFAD ont porté plainte contre ce monsieur pour apologie de crimes contre l'humanité, quand on sait ce qu'est un créole, et donc il a été... comment on dit ça, mis à l'écart. donc il a été presque blanchi, quoi. Oui. Donc, monsieur de Jaham est blanchi, et il est poursuivi pour apologie de crimes contre l'humanité et racisme. Et pourquoi? Parce que monsieur de Jaham dit que si la créolité a été quelque chose de consubstantiel au crime de l'esclavage et de la traite négrière, maintenant, la notion avait évolué. Donc, on pouvait faire l'éloge de la créolité parce que finalement, c'était devenu un moyen de socialisation, donc positif. Mais oui, mais la colonisation est positive et a failli devenir positive avec Sarkozy. Hein. Et oui. Et oui, ça a failli devenir positif avec Sarkozy si on n'avait pas réagi. C'est pour ça qu'on est là. Parce que si on ne réagit pas, ils peuvent faire n'importe quoi. Et c'est un peu aussi comme, puisqu'on parle de muselage toujours, il voulait, avec monsieur le Premier ministre Raffarin, faire sortir un projet qui s'appelle le projet Source. Alors, ce projet Source consistait à dire que les Noirs ont vendu des Noirs, les Blancs sont venus au secours des Noirs pour les sortir de l'esclavage, et que la colonisation, c'était une manière de reconstruire et de les reconstruire. Donc c'est une chose positive. Ça s'appelle le projet Source. Et, par chance, il y a quelqu'un qui a eu vent de la chose et qui a apporté la preuve. Et nous sommes allés, parce que c'était secret, top secret. Et nous sommes allés à l'Assemblée nationale. Et il y avait un député, avocat, dont je ne me souviens pas le nom, mais ça va revenir, il était député à l'époque, il est du Lamentin. Si quelqu'un, si le nom vient. Et on va le trouver et on lui dit, voilà ce qui se prépare pour nous. Il dit, c'est pas possible. Je dis, oui, voilà. C'est ce qu'ils veulent faire, parce que c'est une manière de nous faire taire, et c'est encore l'action de la créolisation, quoi. Et nous, voilà, merci Papa Chelcher, merci Papa Jules Ferry, merci Papa de Gaulle, et merci Papa Sarkozy, quoi. Napoléon, pendant combien de temps? Oui, et combien de temps qu'à faire. Donc on va le trouver. Et il dit que justement, il doit présenter quelque chose à l'Assemblée nationale. Il va demander à son ministre, qui est le ministre de l'Outre-mer, de changer pour parler de ça. Et il a parlé de ça. Et tout le monde était surpris. Et ils ont dit, j'ai dit, ouais, vous êtes découvert parce que voilà, et c'est sûr, et c'est la vérité. Personne n'a contesté. Et alors je suis reçue sur Canal+, avec Maïtena. Alors, le gars ouvre de grands yeux, il dit, il ne comprend pas que je sois au courant de ça. Et Maïtena dit, mais c'est quoi le projet Source? J'ai dit, demandé à monsieur. Alors, il n'a pas répondu, évidemment. Alors j'ai expliqué. Donc c'est pour dire que on dit que nous parlons de complotisme, mais il y a un complot permanent. Il y a un complot permanent et nous devons nous y faire. Pas avoir peur, pas avoir de la haine, non, tout simplement voir les choses en face, attacher notre ceinture et avancer. En toute confiance en soi, enraciné en ce que l'on est,
enraciné, je dis bien encore, enraciné dans ce que nous sommes. Et c'est vrai que ce n'est pas facile, parce que tous ici, nous sommes créoles. Nous refusons de l'être, et je dis que je ne le suis pas, parce que je refuse de l'être. Je refuse de l'être. Mais, quelque part, nous sommes obligés de faire attention en permanence pour ne pas tomber. Parce qu'il y a un travail qui a été fait, hein. Il y a le paradigme, il y a le disque dur là à nettoyer. Donc il faut déjà l'admettre, le reconnaître et savoir qu'est-ce que c'est qu'un créole. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de créole et qui ne savent pas ce que c'est. Alors, donc, alors pour terminer déjà avec le procès, je vais continuer pour dire ce que c'est qu'un créole véritablement, pour ceux qui ne savent pas. Alors, donc, quand il a dit ça, les juges ont approuvé. L'avocat de l'adversaire, des adversaires, c'est-à-dire les juges, parce qu'on a, on a poursuivi M. Lejane, mais quand les juges ont approuvé les propos de M. Lejane, on les a poursuivis en justice, 3 magistrats, pour crime, pour apologie de crime contre l'humanité, mais pour racisme, pour propos racistes. Alors, l'avocat des adversaires qui était là dit au juge qu'il ne comprend pas que les avocats n'aient pas expliqué leur motivation, parce que la motivation avait été très pédagogique. C'est-à-dire qu'ils devaient, nos avocats devaient nous expliquer que la créolisation a été quelque chose de consubstantiel au crime, de crime contre l'humanité. Maintenant, les choses avaient évolué. Donc, on pouvait faire l'éloge de la créolisation pour finalement, parce que c'est devenu un moyen de socialisation. Donc, nos avocats, au lieu d'accepter de poursuivre, devraient nous expliquer que c'est normal, que c'est bien, que c'est fini, quoi. Il faut oublier le passé, c'est changé. Alors que ça n'était pas fini. Les magistrats, dans leur décision de justice, parlent de plusieurs couches humaines, de parfois. Et là, en poursuivant ces 3 magistrats, c'est parce que ces décisions ont été écrites. Mais il ne faut pas oublier que les juges sont tout puissants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'avocat des magistrats a dit, ça suffit comme ça, que nous poursuivons, parce qu'on a poursuivi 8 magistrats de la Cour de cassation, ça ne s'était jamais vu non plus. On est culottés quand même, les nègres sont trop culottés. Et puis on poursuit encore 3 magistrats. Alors il faut absolument, d'ailleurs les magistrats demandent réparation. Ah bon? J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le mot réparation. Il était là, hein, Théo. Il demande réparation. Et il demande combien? 35 000 €, je ne sais plus. Pardon? Parce que 7 000 par avocat. Oui. Parce que ils ont... Non, ce n'est pas de magistrats. Ouais. Ce sont des magistrats, je ne dis pas des avocats. Et là, c'est insoutenable. Il a bien dit le mot. C'est insoutenable de poursuivre des magistrats comme ça. Donc il demande réparation. Alors j'ai failli éclater de rire, mais on ne peut pas rire à l'intérieur. Alors en sortant, j'ai parlé de ça devant lui et j'ai éclaté de rire. J'ai dit, les rôles sont inversés. Alors voilà. Donc voilà l'ordre créole. C'est un ordre qui n'est pas normal et qu'on impose. Et alors qu'est-ce que c'est qu'un créole? Un créole, c'est un blanc né dans les colonies. Nous sommes d'accord? C'est un blanc né dans les colonies.
Donc nous ne sommes pas créoles. Par contre, on nous a créolisés. Pardon? Alors le béké, c'est un mot africain qui veut dire maître. Et c'est pour ça que je n'utilise plus le mot béké pour parler de ces gens-là. Tu utilises quoi alors? Blanc créole. Ah, j'ai fait. Blanc créole. Parce que si je dis béké, il est mon maître. À la Réunion, on dit gros blanc. Eh bien On dit oui. pas bété, Voilà. on dit gros blanc. Oui, mais à La Réunion, on parle aussi d'esclaves créoles. Donc là, il y a encore un problème. Dans les recensements, au niveau des propriétaires, on marque esclaves créoles. Donc là, on est dans un... Oui, mais c'est un esprit. Oui, il est créolisé. Non, non, créole. Oui, mais moi, je vous explique. Il est esclave créole, mais il y a esclave devant. C'est-à-dire qu'il appartient au maître. Il appartient au créole. Voilà. Donc, mais lui-même n'est pas créole, mais il appartient au créole. À partir du moment où on lui donne le titre de créole, c'est qu'il est propriétaire du créole. Il est propriété du créole. Et c'est pour ça que nous parlons de décréolisation. Oui, mais tu as des jeunes encore qui te disent laisse-moi aller faire le travail du béquet, quoi. Quand on veut sur les trucs. Mais non, mais il ne sait pas. Il ne sait pas. Et on ne peut pas. Mais je suis en train de te dire qu'il y a un énorme travail à faire. Des jeunes qui ont 40 ans. Oui, mais ils ne savent pas. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont dans des salles de réunion? Est-ce qu'ils... Voilà. J'ai entendu, par exemple, je ne sais pas s'il est là, le monsieur tout à l'heure qui a parlé au nom des sans-papiers. Anne, il est parti, c'est dommage. Parce que ce monsieur sans-papier, je suis sûre qu'il n'a jamais été dans les manifestations, les choses comme ça. Et maintenant qu'il a un problème de sans-papier, il dit il faut absolument venir nous soutenir. C'est quoi ça? Si moi je ne l'ai jamais vu, est-ce qu'il m'a déjà soutenu quelque part? Or, je suis dans beaucoup de manifestations. Alors c'est ça. Bon, alors lui, il arrive. D'ailleurs, il dit que le sans-papier, c'est la même chose que l'esclave. Non, personne ne l'a obligé à quitter son pays, personne ne l'a arraché de force, personne il n'a pas voyagé dans les cales. Il a voulu venir. Ouais, il a fait, c'est un choix. Il a payé des personnes pour venir. Oui, oui. Et je ne dis pas pour cela qu'il ne doit pas être aidé, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Non, mais il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Non, juste un complément. Quand on dit que, quand par exemple on peut prononcer que personne ne lui a demandé de quitter son pays, il y a différentes manières de quitter son pays. Lorsqu'on a une occupation militaire, on a une occupation monétaire, et bien en fait il y a des gens qui sont totalement oppressés dans ce continent et qui n'ont pas de choix. Qui n'ont pas de choix, ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas chez eux. Il faut considérer le rôle de la France. Mais nous ne sommes pas chez nous non plus chez nous. Hein. Nous ne sommes pas non plus chez nous. Parce que... C'est pas qui disait tout à l'heure. Laissez le débat. Oui. On fera le débat tout à l'heure. Oui. Bon. On fera le débat après. Oui, c'était une parenthèse. Mais nous ne sommes pas chez nous non plus, parce qu'il y a des plages que nous ne devrions pas fréquenter, et c'est un combat. Mais on se bat. On se bat. Donc, mais c'est vrai. Et pour revenir toujours à l'institution créole, après l'esclavage, il faut savoir que les gens qui se sont battus, qui ont brûlé les plantations, ils ont fait ce qu'il fallait pour se défendre. Je ne parle même pas des marrons. Les marrons, c'est encore autre chose. Mais ceux qui étaient là, on leur a dit que l'esclavage était aboli. Les gars étaient dans la joie, contents, ils ont dit au moins une fois on va pouvoir s'en sortir. On leur a dit, mais vous allez où? La maison où vous habitez, c'est ma maison. Le maître, hein. Le terrain, c'est mon terrain. Vous devez payer des impôts.
vous n'allez nulle part. Parce que si vous partez, vous allez être arrêté pour vagabondagerie et mis en prison. Ceux qui étaient maltraités et fouettés quand ils allaient porter plainte, croyant qu'ils étaient libres, on les mettait en prison. Ceux qui se sauvaient, il ne fallait pas qu'on les prenne, ils étaient obligés de vivre cachés. Et la même misère a continué de plus belle parce qu'ils étaient fouettés pour payer les impôts. Et qu'est-ce qui se passait? Les gendarmes, c'était les gendarmes qui venaient leur dire « mais vous n'avez nulle part à aller », c'est-à-dire ceux qui étaient chargés de les protéger. Ce sont ceux-là même qui les maintenaient en captivité. C'est la même chose qui se passe de nos jours. Le préfet envoie des gendarmes pour pouvoir récupérer les terres, nos terres, pour pouvoir protéger les plages privées qui ne sont pas, qui n'appartiennent pas d'ailleurs à ces gens-là. Donc, tout ceci pour vous dire que tout est fait pour nous museler. Nous parlons là. Mais il y a des oreilles, hein, et qui vont aller relater tout ce que nous avons dit. Ne nous voilons pas la face, mais nous n'avons rien à cacher. Et parce que justement nous ne voulons rien cacher, et parce que nous voulons nous défendre, alors il y a une nouvelle théorie, c'est le racisme anti-blanc. Hein? Tout est racisme. Et seulement, nous n'avons pas le droit créolisé de dire que ça ne doit pas se faire. Si on dit que ça ne doit pas se faire, on devient raciste. Alors il y en a qui disent racisme à l'envers, d'autres qui disent racisme à rebours. Ça veut dire qu'il y en a un qui n'est pas à l'envers et qui est tolérable, et puis il y a celui qui est à l'envers qui est intolérable. C'est tout ça qui doit être combattu. Et pour que tout cela soit combattu, il faut qu'il y ait l'estime de soi et l'estime de l'autre entre nous, afin que nous puissions vraiment avancer en toute confiance. Je répète, en toute confiance. C'est très important. Sinon, ce sont vos enfants qui vont le payer cher. Et à l'allure où ça va, ça ira très vite. Alors s'il y a des célibataires qui s'en vont parce qu'ils n'ont pas d'enfants et qui veulent trahir, mais ils ont des neveux, ils ont des nièces. Donc, ce que je veux dire, c'est que comme a dit tout à l'heure Dominique Bounotouka, pour terminer, l'affranchi, c'est quelqu'un qui est protégé physiquement, qui est protégé psychiquement, comme l'animal. Les gens prennent même la défense des animaux, mais il n'a pas sa dignité. Il n'a pas sa dignité humaine. Et on ne lui a pas redonné sa nature humaine. C'est ce que nous devons arracher. Parce que nous sommes des affranchis. Ne nous leurrons pas. On a beau dire, moi je suis français. Non. Affranchi. Il y a le maître, il y a l'esclave, et puis il y a l'affranchi. Mais nous, pour devenir juridiquement, parce que spirituellement et mentalement, moi personne ne me dira que je ne suis pas un être humain à part entière. Hein. Mais juridiquement, nous ne sommes pas, juridiquement dans la juridiction française, nous ne sommes pas des êtres humains à part entière. On nous a enlevé notre dignité. C'est pour cela que les jugements sont toujours injustes. C'est pour cela qu'on nous dit qu'une loi qui est valable pour les autres ne l'est pas pour nous. C'est pour cela qu'on nous dit, oui, vous avez la nationalité, contentez-vous de ça. Ou bien vous avez tel salaire, contentez-vous de ça. C'est pour ça qu'on entend parfois nos compatriotes, certains, dire « c'est pas de ma faute si je suis noir ». Et c'est pour ça qu'on entend aussi certains occidentaux dire
Il est noir, il n'a qu'à assumer. Il n'a pas assumé quoi? Il n'a pas assumé qu'il est noir, il assume qu'il est. Point. Donc, pour terminer, l'esprit créole domine le monde. C'est un ordre établi, présent et puissant. Il faut déconstruire cela dans la tête des gens. Donc nous avons un travail permanent, de tous les jours à faire, chez les enfants, chez les adolescents. Dans la tête des gens, ce n'est pas normal, nous devons sortir de cette infilialité, de cet esprit de déshumanisation et retrouver la filialité. Je ne savais même pas que Dominique allait parler de ça, mais voilà ma conclusion. Et je vous signale que plainte a été déposée contre Christine Angot et l'équipe. Ça a été fait, ça va nous coûter très cher, donc nous avons besoin de soutien, parce que justement, dans les propos de Christine Angot, il y a notre humanité, notre dignité, notre humanité qui a été. Pourquoi? C'est-à-dire que notre souffrance n'est pas comme celle des autres, parce que nous étions bien nourris pour être marchandisables. Donc ce sont les choses qui sont marchandisables. Donc c'est ce qui est dans la tête de l'occidental. Et nous devons justement faire arrêter ça. C'est pour ça qu'il est très important. Ce procès est d'une très grande importance. Donc nous avons pu déposer une somme pour l'huissier pour capter Maintenant, il faut trouver le moyen pour qu'il aille apporter comment on appelle ça, le terme, je ne suis pas juriste. Hein? Non, pas la preuve. Déposer chez les personnes qui sont attaquées, parce il y a France 2, Gisbert, Angot et l'animateur. Voilà, les assignations. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, et que la vie continue. Nous sommes contents d'être là. J'espère que nous allons partir avec de bonnes résolutions, mais seulement appliquées. Et pas partir comme ça avec et puis dire quelques jours, quelques mois après, on a d'autres chats à côté ou on a d'autres choses importantes et puis on laisse ça. Non. Chaque chose jusqu'au bout. Merci beaucoup.